Une transaction immobilière comporte souvent son lot d'émotions et c'est notamment pour cette raison qu'on peut avoir recours à plusieurs professionnels, dont les courtiers immobiliers et les avocats en immobilier. Bienvenue à la sphère immobilière. Beau temps, mauvais temps, l'immobilier ne prend jamais de vacances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver devant les bureaux de l'équipe Levasseur-Levert, courtier immobilier chez Via Capital Partenaires. On s'en va voir comment ça fonctionne, une équipe de courtiers immobiliers. Venez-vous-en. Je me retrouve avec Stéphane Levasseur de l'équipe Levasseur-Levert. Salut Stéphane. Salut Seb. Comment vas-tu? Va super bien toi-même? Ça va très bien. Je viens de le dire justement, Levasseur-Levert, ça veut dire que vous êtes une équipe. Il y a plus qu'un courtier immobilier. Vous êtes combien au juste? On est 5 courtiers immobiliers et une adjointe. Donc, c'est ce qui compose l'équipe. Puis il y a beaucoup d'actions, là, parce que là, on s'en va dans une journée typique de l'équipe Levasseur-Levert. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous faire vivre un petit peu notre réalité quotidienne. Puis, on va avoir une réunion d'équipe qu'on fait à chaque semaine et aussi une mise en marché d'une propriété qu'on doit faire. Vous allez rencontrer aussi, on a Nancy qui est en préparation aussi d'une évaluation d'une propriété. Donc, je pense que ça va être une journée qui va être relativement très complète pour vous. Vous allez avoir une bonne idée de comment est-ce que l'équipe fonctionne. Ce que tu me disais, Stéphane, d'entrée de jeu, c'est que vous faites des rencontres à chaque semaine, mais justement, de quoi traitent ces rencontres-là? Bien, premièrement, c'est important en tant qu'équipe de tout le temps se rencontrer pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tous les membres sont rendus dans leur processus. Il y a quand même plusieurs inscriptions, donc je pense que se tenir informé sur tout le déroulement de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui est à venir, etc. C'est important de se tenir tout le temps au courant. Puis, Tu parles d'inscription, donc J'imagine que vous accompagnez des acheteurs et des vendeurs. Ça fait partie de l'ordre du jour, j'imagine. Absolument. On va parler beaucoup de les inscriptions à venir. Les acheteurs, souvent les fins de semaine, on fait nos réunions en début de semaine. Les fins de semaine sont souvent très occupées. Des fois, il y a des gens en vacances. Donc, c'est important qu'on puisse vraiment comprendre comment ça s'est déroulé avec tout le monde, si ça s'est bien passé, etc. Puis, j'imagine que vous faites autre chose que des visites et accompagner des acheteurs-vendeurs. Une équipe, ça a beaucoup d'actions, comme qu'on l'a dit en introduction. Donc, c'est quoi les autres tâches que vous faites ou responsabilités? Bien, on va parler aussi beaucoup de nos réseaux sociaux. Ça se prépare, il y a des sujets, etc. On essaie d'aller chercher des idées de tout le monde. C'est pas juste moi ou Annie ou Sylvain qui arrive. On veut que tout le monde se sente intégré dans l'équipe. Donc, le volet réseaux sociaux. Exactement, exactement. Et ensuite de ça aussi, les activités. On participe souvent à des activités de commandites, etc. dans notre région. Donc, on va en parler un petit peu pour que tout soit bien préparé. Bien, justement, quand on parle d'activités, Annie, quels sont les exemples? Donne-moi un exemple de type d'activité, d'implication que vous faites en tant qu'équipe. Ben, en fait, on fait quand même beaucoup de bénévolat, puis on a des activités de quartier aussi, comme là, cette semaine, on a une épluchette dans notre quartier. OK. Donc, c'est important de redonner, puis pas juste faire de l'immobilier, parce qu'à un moment donné, ça devient peut-être redondant, puis c'est le fun de justement se rapprocher de la communauté. Puis qui sait, peut-être, ça peut ramener peut-être des curieux de l'immobilier. Puis dans des activités comme ça, j'imagine que des gens vont vous poser des questions en tant que courtier. Je connais pas grand monde qui n'ont pas de questions sur l'immobilier, même s'ils n'ont pas d'intérêt à acheter ou vendre. Tout le monde est curieux, tout le monde veut savoir comment le marché va. Donc oui, effectivement, on est tout le temps en interaction avec les clients. Peu importe c'est quoi leur objectif à court, moyen et long terme. OK. Puis en terminant, ben, dans un meeting, je suis sûr que ça parle un petit peu de « Hey, qu'est-ce que tu as fait le week-end? T'es-tu allé voir tel spectacle ou match de hockey ou voyage? » J'imagine qu'on parle un peu de nos vies personnelles. On est des êtres humains d'abord et avant tout. Effectivement, on est comme une famille, donc on est très intéressé de connaître la vie de nos membres et puis de notre famille, de voir exactement comment ça se passe au quotidien, tout le monde. Chacun une réalité différente. Chaque membre a leur propre réalité, donc on se partage beaucoup de faits ou de moments qui peuvent arriver pendant la fin de semaine ou pendant la semaine.
ce que je remarque depuis le début, Annie, c'est que chaque membre de l'équipe, c'est comme vous faites partie d'un maillon. Vous avez vos responsabilités qui sont attitrées. Et si je me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, Annie, tu es comme en quelque sorte le premier maillon, donc c'est-à-dire le premier contact avec les clients, n'est-ce pas? Oui, exactement. Dans le fond, oui, je travaille aussi avec les acheteurs, les vendeurs, mais mon rôle premier, je me trouve plus à l'arrière. Donc, quand il y a quelqu'un qui appelle, exemple, au bureau pour vendre sa propriété, c'est moi qui ai le premier contact. Donc, c'est moi qui ai la tâche de rappeler le client, de faire l'accueil de l'information, de rentrer ça dans notre base de données. Comme ça, les courtiers de l'équipe peuvent avoir accès en tout temps. Et puis, lorsque je suis au téléphone avec les clients, j'essaie de voir rapidement quel courtier qui pourrait être le mieux pour la rencontre. Normalement, ceux qui font les rencontres, c'est plutôt Stéphane, Sylvain ou moi. Okay. Mais là, j'ai fait un appel tout à l'heure, puis je verrais bien Nancy pour la rencontre. Puis en plus, ben, c'est tout près de chez elle. Tu te bases sur quoi, justement, pour déléguer, mettons, un dossier client à ce courtier-là spécifique? Tu te bases sur ton instinct? Mon feeling de femme! Ah ouais! OK. Ben en fait, c'est un coup de dé, hein. C'est selon ce que moi j'ai senti au téléphone avec les clients. Okay. Tu sais, on fait tout le même travail, mais on a des personnalités différentes. Puis c'est ça un petit peu qui est l'avantage de travailler en équipe, c'est que chaque client peut trouver le courtier qui va fitter parfaitement avec leur personnalité. OK. Fait que là, tu disais tantôt que tu avais un dossier que tu as transféré à Nancy. Puis j'imagine que tu fais quand même des suivis. Ça veut pas dire que tu as fini ton premier contact puis tu as délégué le dossier, que là, tu n'es plus au courant de ce qui se passe. Oui, exactement. Fait que dans le fond, moi, je sais quand est-ce que son rendez-vous a lieu. Je lui donne quand même un certain moment avant qu'elle écrive ses notes. Puis c'est le fun parce que si, exemple, elle est en vacances, on doit faire un suivi dans plusieurs semaines ou quelques mois, au moins tous les membres de l'équipe ont accès à l'information qu'elle a écrite. Puis je m'assure aussi que le travail a été fait et bien fait. Tout à fait. Puis là, ben, on s'en va justement vers la mise en marché d'une propriété. Je suis curieux de savoir qui s'occupe de placer les fameuses pancartes sur les propriétés. Oui, les pancartes, ben c'est souvent Stéphane et Sylvain. Oui, moi aussi, j'en mets des pancartes, à moins que ça soit vraiment une pancarte particulière. Là, on a vraiment une équipe qui va l'installer, mais on installe encore nos pancartes. Sauf, c'est ça, comme tu disais, peut-être un gros 4x8, là, on va déléguer ça peut-être à un fournisseur. Parce que exact. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Non, c'est ça. Chacun son expertise. Exact. Et ben, en terminant, sinon, qu'est-ce que vous faites par la suite quand vous avez mis le tout sur le marché? J'imagine que il y a après ça de la gestion de dossiers, des communications qui se font. Grosso modo, c'est quoi qui se passe? Oui, bien dans le fond, nous, quand on a une propriété qui est à vendre, on fait un message texte commun. De cette façon-là, bien Patricia, elle est capable de demander les visites aux vendeurs. Nous, dans le fond, on a toujours une maison dans laquelle on est attitré avec le courtier, justement, qui est avec nous pour la transaction. Donc, toutes les demandes de visite vont dans le message texte et on voit qu'on est sûr de rien oublier aussi si la demande a bien été faite et si le client a bien reçu le message. Ce qu'on a vu tantôt, Nancy, c'est que Annie, elle est le premier point de contact quand un client veut faire estimer sa propriété. Mais je suis curieux de savoir, quand elle te transfère le dossier, quel est ton rôle à toi dans cette situation-là? Bien, un coup qu'elle me transmis le dossier, moi, ce que je fais, c'est simple. Je vais voir dans notre base de données les notes qu'elle a indiquées. À partir de là, je vais monter mon dossier. Moi, je vais faire ma propre analyse, en fait. Je vais voir sur Centris, je vais voir les comparables vendus en vigueur. J'analyse la propriété pour voir qu'est-ce qui ressort de cette propriété-là parce que toutes les propriétés sont uniques, pour pouvoir maximiser la mise en marché de cette propriété-là. Ensuite, je rencontre le client. Tout simplement, après notre rencontre, je marque mes notes dans notre base de données. Okay. Puis ce qui est intéressant avec notre base de données, c'est que même si le vendeur nous rappelle un mois et demi et plus tard, toutes nos notes sont indiquées. Puis même si je serai en vacances, toute mon équipe a accès aux notes que j'ai indiquées suite à ma rencontre. Fait que ça nous permet de suivre le fil du futur vendeur puis de pouvoir s'en occuper sans avoir à tout refaire le processus au complet. Oui, parce qu'une transaction immobilière, c'est très rare que ce soit linéaire de A à Z. Souvent, j'imagine que le client, il fait estimer sa propriété, mais peut-être qu'il change d'idée ou il n'est pas prêt à vendre sur le moment. Donc, est-ce que ce système-là, j'imagine, ça facilite votre travail dans le quotidien? Tout à fait. Et souvent, quand on arrive, la maison n'est pas prête pour faire une mise en marché. Ils ont des rénovations à faire, des améliorations à apporter à la propriété, ce qui nous permet justement, ça leur donne du temps à eux, puis ça nous permet de garder justement toutes les notes qu'on a indiquées sur la propriété.
Patricia, tu es membre clé de l'équipe Levasseur-Levert, mais je suis curieux de savoir, en tant qu'adjointe administrative, quels sont les dossiers responsabilités qui te sont attitrés? En fait, principalement, je m'occupe des demandes de visite qu'on reçoit pour les courtiers. Donc, je m'assure que chaque horaire et disponibilité et rendez-vous fonctionnent avec autant les clients que les courtiers. Je m'occupe aussi quand ils ont des évaluations à les faire. C'est tout moi qui s'occupe de monter le dossier physique. Exemple, le registre foncier, les taxes municipales, taxes scolaires, etc. Puis, c'est tout moi qui s'occupe aussi de toute leur conformité des documents pour chaque dossier, que ce soit une transaction qui est acceptée ou non. Je dois tout, dans le fond, faire la conformité de chaque document. Être pointilleuse, dans le fond, parce que, veux pas, les courtiers ils ont beaucoup à faire dans leur journée, donc j'imagine que de temps en temps, si tu vois une petite erreur, ben, tu es justement là pour corriger le tout. Oui, oui, absolument. Je suis comme leurs yeux. Puis est-ce que, en gros, c'est des suivis, communication, on s'assure que chaque point soit respecté. Et puis, justement, je l'ai dit, membre clé, mais c'est pour ça que je pense qu'une équipe a besoin d'une adjointe administrative comme toi. J'ai l'impression que tu fais très bien ton travail, Patricia. Il paraît que oui. Je me retrouve présentement dans une propriété à vendre par l'équipe Levasseur-Levert et qui de mieux que Naila pour nous parler de la mise en marché parce que si je ne me trompe pas, ça fait partie de ton rôle en tant que courtier immobilier dans l'équipe de faire la mise en marché. Donc, résume-moi un peu quelles sont les tâches que tu fais. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, c'est la prise des photos de notre nouvelle inscription. Je m'occupe de prendre les mesures de toutes les pièces, puis en même temps, je me familiarise avec la propriété. De cette façon, quand les gens viennent visiter, je peux présenter la propriété. Puis avant l'arrivée de la photographe ou le photographe, est-ce qu'il y a des petites choses que tu dois préparer avant la prise de photo? Oui, c'est ça. C'est important qu'on soit présent pour la prise de photo parce qu'on va placer la propriété, un coussin, on va retirer des cadres, des photos de famille pour dépersonnaliser la propriété, pour s'assurer que les photos sortent le mieux possible. OK. Là, tu parlais au début de prendre des mesures. Je pense que la petite manette ou le petit outil que tu as là, ça sert à ça. Donc, comment tu t'en sers? Exactement. Bien, en fait, je fais juste pointer le laser où est-ce que je veux prendre ma mesure et je prends ça en note. Oui, c'est précis. OK, parfait. Puis, est-ce que quand le photographe arrive, tu lui donnes des recommandations ou tu lui donnes carte blanche, tu lui laisses faire son travail? En fait, c'est un travail d'équipe, je dirais. On se parle et pour le placement des rideaux, des stores, c'est un travail d'équipe. Donc, parfois, moi, je vais demander son opinion, il va me demander son opinion, puis pour que la propriété soit le mieux présentée possible. OK. Bien, parlons justement de cette propriété que vous avez à vendre. Ce serait quoi quelques petits conseils que tu donnerais pour, comme tu dis, dépersonnaliser, désencombrer? Est-ce qu'il y a des choses que tu ajusterais dans cette propriété? Ici, il n'y a pas grand-chose que j'ajusterais. C'est sûr qu'on s'assure qu'il n'y a rien sur les comptoirs. On va retirer le grille-pain, on va retirer le papier de toilette, le Kleenex, des trucs comme ça. OK. Puis comme dernière question, Naila, est-ce que vous faites du home staging? J'entends souvent ce terme pour la mise en marché de propriété. Je sais que certains courtiers le font, d'autres non. Ça ressemble à quoi le home staging chez l'équipe Levasseur-Levert? Oui, on peut faire du home staging. Parfois, il y a des propriétés qui sont trop encombrées. Donc, le photographe va être en mesure de prendre la photo de la pièce et virtuellement, il va venir retirer... Qui sont à désencombrer. Qui sont à désencombrer. Il peut même aussi placer des meubles dans la pièce pour donner une idée à l'acheteur de comment placer ses meubles. C'est incroyable parce que l'intelligence artificielle est même rentrée dans l'immobilier, si je peux interpréter tes propos. Donc, ce que tu me dis, c'est que le photographe, s'il voit qu'une pièce, elle est à embellir, bien, on peut
décidé de le faire avec les logiciels, les nombreux logiciels qui existent. Exactement, parce que les photos sont vraiment importantes parce que c'est la première impression des acheteurs quand ils regardent la propriété sur Internet. Donc, c'est important de faire une bonne première impression pour encourager les gens de venir voir la propriété en personne. Et c'est aussi important que les photos soient représentatives de la réalité. Donc, on s'assure de ça. Je te laisse travailler, Naila. Je sais que tu as beaucoup de travail à faire pour mettre en marché cette propriété. Donc, je vais simplement te souhaiter une bonne mise en marché puis une bonne vente de la propriété. Merci. Les courtiers immobiliers ont leur espace bureau, travaillent aussi de la voiture, se déplacent dans de nombreuses propriétés. Mais parlant de propriété, on se retrouve chez les Levasseur. Donc, Stéphane, Annie, on se retrouve chez vous. Et je voulais vous poser la question... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment il a fait en sorte pour joindre votre équipe? Parce que vous étiez déjà des courtiers d'expérience, mais là, vous avez décidé de faire équipe commune avec Sylvain. Oui, exactement. On a décidé de faire équipe parce que c'est sûr qu'en travaillant en couple, les journées de congé sont plutôt minces. En ayant quelqu'un d'expérimenté sur le terrain, ça nous permet justement que quand on part à l'extérieur, pas qu'on fait pas confiance, mais d'avoir un pilier à l'interne, ça nous permet de prendre une petite pause. Bien, toi, justement, Sylvain, tu es un courtier d'expérience. Tu as longtemps été courtier immobilier solo. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu te mettre en équipe avec d'autres courtiers d'expérience? Moi, dans le fond, Annie et Stéphane, c'est du monde que je connais depuis une vingtaine d'années. On travaille pas mal de la même manière. Puis, c'est surtout aussi pour être visionnaire, de voir plus loin comment le marché évolue, le changement de marché. Il faut s'ajuster à chaque fois. Puis, à chaque fois, même quand on travaillait ensemble, on s'appelait voir comment tu vois le marché. On se parlait tout le temps pareil, même si on fait le même métier. Puis moi-même, quand je partais en vacances aussi, il faut prendre des gens qui te remplacent, tandis que là, ils sont déjà au courant de tous les dossiers. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Là. Stéphane, qu'est-ce que tu as trouvé chez Sylvain? Je pense que c'est un partenariat naturel. Je pense qu'on se complète bien. On a chacun nos personnalités. Fait je pense qu'on est capable de rallier plus bien de dit. clientèle, etc. On associe nos forces, puis on rallie plus de personnes, puis en même temps, on se trouvait à travailler un peu les mêmes secteurs, la même clientèle. Donc, tu sais, j'aime pas... oui, la compétition, c'est toujours agréable, mais je pense qu'on avait plus avantage à peut-être travailler ensemble, partager nos idées pour être capable d'emmener l'équipe à un autre niveau. OK. Sois franc avec moi, Sylvain. Est-ce que de temps en temps, tu joues le rôle du médiateur entre l'homme et la femme du couple? Pas tant, ça peut arriver, mais pas tant. Là. C'est normal que tu sont en couple dans la vie, au travail, que des fois, ils arrivent à la maison, moi, c'est fini, je ne parle plus d'immobilier, mais eux, ils parlent encore d'immobilier. Des fois, ils veulent savoir sur un tel dossier, ils ne sont pas d'accord. Sylvain, t'en penses quoi? Ben, je pense seulement, j'avais raison, ça, c'est Annie. C'est juste très drôle. Mais des fois, c'est d'avoir c'est pour ça aussi de travailler toi ensemble. Des fois, c'est même après 20 ans, on n'est pas sûr sur un dossier, on veut avoir la loi, ou que toi, tu as déjà vécu ça ou pas. Ouais. C'est là qu'on sauve bien du temps, puis on est plus rassurant. Oui, c'est tout cool. Puis on a toujours accès à nos directeurs aussi quand on est vraiment assez trop précis sur la loi. Il faut qu'on confirme avec eux, mais sinon, à trois... Ou des fois, c'est juste valider une opinion aussi. Là. Ouais. Vous êtes 3 courtiers immobiliers d'expérience. Est-ce que votre manière de faire l'immobilier a changé comparé à quand vous étiez dans les tout débuts de cette carrière-là? Je te dirais que ça a beaucoup changé, c'est le côté informatique, ces choses-là. On a beaucoup plus d'outils qu'on avait au début de notre carrière. Mais quand tu arrives à une transaction, tu as un vendeur, tu as un acheteur, il y a des émotions. Ça n'a pas changé dans les 22 dernières années, ça reste la même chose. Il y a des dossiers plus complexes parce qu'il y a des problématiques des fois pendant les négociations ou pendant une inspection en bâtiment. Mais la seule chose qu'on a de plus, c'est vraiment côté informatique. On a des outils beaucoup plus puissants pour faire les suivis avec les clients et ces choses-là. Mais le reste, ça reste de l'émotion entre un vendeur et un acheteur. C'est vrai quand même, tu sais, ça fait... on va bientôt commencer notre 22e année. Moi et Sylvain, Annie, on va commencer la 18e année. Puis ça fait 22 ans qu'on s'améliore d'année en année. On va toujours essayer de peaufiner puis essayer d'apporter de nouveaux outils à notre mise en marché. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus du changement parce que les outils changent beaucoup. Puis je pense qu'en ayant une facilité de justement s'adapter au changement, je pense que c'est une belle force qu'on a, l'équipe. En terminant,
qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à l'équipe Levasseur-Levert dans cette industrie qui est toujours en effervescence? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? On continue notre partenariat. Je pense Ouais. que c'est bien parti. Ouais. On continue toujours notre évolution. On s'améliore, même après 22 ans, on continue à s'améliorer. On essaye de prendre les bons coups, les moins bons coups. Donc, on essaye de toujours C'est rare. évoluer là-dedans en tant qu'équipe. Ouais, Puis, j'en plein ça. Puis on parle beaucoup avec les autres courtiers aussi, comment ils font aussi. Puis ça, puis on n'a pas peur aussi de partager comment on fait, nous, à l'interne, avec d'autres équipes, ces choses-là qu'on aime bien. Puis c'est de grandir là-dedans. Puis peu importe la bannière, c'est de l'immobilier qu'on fait. Là, puis ça va rester toujours de l'immobilier pareil. Là. C'est ça qui est important. Ouais. Puis je dirais aussi le plus souvent possible de sortir de notre zone de confort. C'est ça qui va nous faire avancer. Si je peux te permettre de terminer là-dessus sur cette belle note, s'il y a quelque chose, un mot que je retiens de l'équipe Levasseur-Levert, c'est l'entraide. On l'a vu avec chaque membre de l'équipe, vous vous entraidez. Et puis, ça a été fantastique de vous suivre une journée. Et puis, je vous souhaite le meilleur des succès pour la suite des choses. Merci, Sad. On parle maintenant de droit immobilier avec Maître Jean-Félix Teasdale de King-Lamar. Bienvenue, Maître Teasdale. Merci de participer à l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Fait plaisir. Dans un premier temps, quels sont les motifs de consultation? Pourquoi, autrement dit, les gens viennent consulter un avocat pour l'immobilier? Chez King-Lamar, on a une super belle équipe là, composée de notaires, fiscalistes et d'avocats. Donc, on est en mesure d'accompagner nos clients dans la réalisation d'un projet immobilier de A à Z. Donc, par exemple, que ce soit pour acquérir un terrain vacant, accompagner nos clients pour la construction d'une tour à condo et la vente d'unités de copropriété. Moi, personnellement, je travaille principalement en financement, donc j'accompagne les banques et les emprunteurs dans la négociation d'entente de financement. Je pratique également en acquisition, donc je conseille mes clients dans la rédaction d'offres d'achat, de contrats de vente et également en partenariat. Quand deux partenaires veulent unir leurs ressources pour développer un projet, je travaille sur la mise en place de la structure corporative. OK. Je voulais juste faire un peu un parallèle sur la discussion qu'on a eue avant d'enregistrer derrière les projecteurs. Vous faites du commercial, donc j'imagine c'est des montants plus élevés, des mandats différents que le résidentiel. Là. Oui, exactement. Et je trouve ça très intéressant de travailler sur des projets d'envergure. C'est toujours une source de motivation, selon moi, de se promener dans la grande région de Montréal et de voir les projets sur lesquels on a travaillé. Oui. Vous avez dit d'entrée de jeu que vous avez des notaires dans votre cabinet. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement quelle est la différence entre un notaire et un avocat spécifiquement dans ce qui touche l'immobilier. J'imagine qu'il y en a des différences. Oui, exactement. C'est certain qu'il y a des actes qui sont réservés aux notaires, donc seuls les notaires peuvent recevoir les signatures. Je pense notamment aux hypothèques. Ouais. Par contre, chez King-Lamar, il n'y a pas nécessairement une différence. Nos pratiques sont vraiment complémentaires et on peut profiter des spécialisations de chacun pour pouvoir notamment travailler sur des projets d'envergure. D'ailleurs, quand j'ai commencé chez King-Lamar, c'est une notaire qui m'a formé en financement. J'aimais ça, la discussion qu'on avait avant d'enregistrer, parce que vous m'avez dit aussi que ça devient de plus en plus commun que des notaires travaillent dans des cabinets d'avocats. Moi, je pensais que c'était à 100% différent. Donc, il y avait juste des cabinets d'avocats puis juste des cabinets de notaires, mais c'est rendu plus courant d'avoir les deux dans le même cabinet? Exact. Puis encore une fois, dans l'esprit d'accompagner nos clients de A à Z dans la réalisation de projets immobiliers. Donc, par exemple, quand on procède à la vente des condos, les notaires doivent mettre en place des hypothèques. Donc, on a les ressources pour pouvoir accompagner également nos clients dans la vente des unités de copropriété. OK. Parlons-en des clients, justement. Qu'est-ce qui arrive, pas qu'est-ce qui arrive, mais quels seraient les pièges à éviter autant d'un point de vue acheteur que vendeur pour une transaction immobilière? Est-ce que vous voyez il y a quelque chose qui revient souvent au niveau des pièges, des conséquences qui peuvent arriver dans une transaction? Je crois que le plus important, c'est d'être bien accompagné. Et ce, dès le début de la transaction. Si je vais plus précisément pour les avocats, je crois que c'est très important d'être impliqué dès le début d'un projet immobilier pour qu'on puisse établir un plan de match et déjà identifier les enjeux juridiques qui pourraient se présenter en cours de projet. Donc, je trouve que c'est toujours mieux de travailler en amont là, plutôt que d'être en mode réaction. Donc, ça nous permet, par exemple, de voir s'ils préparent des enjeux avec les autorités municipales pour faire approuver un projet ou encore pour mettre une structure corporative qui fait le plus de sens au niveau fiscal et qui est le plus avantageuse.
Donc, je pense que c'est important d'être bien entouré de bons professionnels compétents dès le début de la transaction. Oui, parce que j'ai le feeling, en bon français, de les gens vont consulter un avocat quand il y a un problème. Exact. Alors qu'il faudrait peut-être le consulter dès le début pour éviter ces problèmes-là. Exact. Donc, c'est pour ça de faire un bon plan de match. Et même pour les particuliers, par exemple, je peux penser aux inspecteurs pré-achat qui font l'inspection d'une propriété. Ça permet de faire aussi des décisions éclairées. Donc, vraiment, d'être très bien accompagné, je pense que c'est très important. C'est la clé. Exact. Vous n'êtes pas courtier immobilier, mais par contre, vous connaissez l'OASIC, donc qui s'occupe de la réglementation des courtiers immobiliers. Est-ce que les nouvelles lois qui ont passé ces derniers mois, ces dernières années, notamment la double représentation, est-ce que ça a un impact aussi pour les avocats en immobilier? Est-ce que ça change votre manière de travailler ou pas nécessairement? Pas vraiment, parce que le travail d'un courtier versus un avocat est assez complémentaire. Donc, souvent, quand les courtiers participent à une transaction, ils ont déjà fait une grande partie de leur mandat quand on arrive, nous, dans la transaction pour rédiger les contrats. Donc, souvent, les courtiers restent plus en arrière-plan pour assurer le bon déroulement de la transaction. Donc, c'est vraiment des services qu'on offre qui sont complémentaires. OK. D'un point de vue émotion, parce qu'une transaction immobilière, qu'elle soit résidentielle ou commerciale, ça amène quand même son lot d'émotions. C'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'investissements, que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde, ou un investisseur ou un entrepreneur. Est-ce que vous, Maître Teasdale, répondez-moi honnêtement, est-ce que vous êtes capable de vous détacher émotionnellement des transactions dans lesquelles vous êtes impliqué? Absolument. Puis je crois que c'est très important de faire preuve de professionnalisme et de se détacher émotionnellement. En même temps, je pratique en transactionnel, donc on travaille, même si on travaille avec une autre partie dans une transaction, on travaille quand même vers un but commun qui est, somme toute, assez positif, soit l'acquisition d'un immeuble ou autre projet. C'est certain, pour un avocat, par exemple, en litige ou en matière familiale, peut-être que l'aspect émotionnel peut jouer un élément un peu plus important et ça peut être plus difficile, mais en transactionnel, étant donné qu'on travaille vers un but commun, je pense que c'est plus facile. Et également, en commercial, on fait souvent affaire avec les conseillers juridiques de l'autre partie. Okay. Donc, ça permet un certain détachement des deux côtés, ce qui facilite beaucoup à se détacher émotionnellement. Et on entretient des relations extrêmement cordiales là, avec nos confrères. Je pense que c'est important d'avoir une bonne réputation à ce niveau-là, que ça soit agréable de faire une transaction avec moi. Puis c'est d'ailleurs un avantage, je pense, d'avoir un conseiller juridique, de permettre ce détachement émotionnel. Je parlais tantôt de double représentation des courtiers immobiliers. Question qui me vient en tête, est-ce que ça arrive que les deux parties soient représentées par le même cabinet, mais d'autres avocats? Oui, absolument. Donc, on a au niveau déontologique, on doit mettre en place ce qu'on appelle une muraille de Chine là, pour être sûr. On appelle ça muraille de Chine? Exactement. Donc, pour qu'on n'ait pas accès aux informations de l'autre groupe, si on veut. Qui sont confidentielles, évidemment. Exactement, mais ça peut arriver aussi qu'on représente deux parties dans une transaction. Par exemple, en partenariat, les clients nous arrivent avec un plan de match, puis on prépare pour eux les conventions là, qui répondent à leurs critères, à leurs demandes. Donc, ça peut arriver. Encore une fois, on travaille dans un but commun de faire une transaction, donc ça permet de représenter les deux parties pour réaliser un partenariat, par exemple. Oui, puis j'imagine qu'au final, ça paraît peut-être cliché à dire, mais le but, c'est d'être gagnant-gagnant, que les deux parties y trouvent son compte. Exactement. Comme dernière question, Maître Teasdale, c'est une question plus générale, mais pour terminer, quels seraient les critères, selon vous, pour quelqu'un qui se cherche un avocat en immobilier? Donc, je pense que c'est très simple de faire la recherche. Il faut contacter Kane Lamar. mais blague à part, je pense que c'est important de trouver un avocat qui est disponible. Souvent, en immobilier transactionnel, le temps, quand il y a une opportunité qui se présente, le temps est très important. Il faut agir rapidement. Donc, la disponibilité est très importante. Et je crois également que c'est important de trouver un avocat qui comprend sa réalité d'affaires. Souvent, quand il y a un enjeu juridique, la réponse ne se trouve pas nécessairement dans la loi. Donc, je crois que c'est important de jouer également le rôle de conseiller d'affaires là, auprès de ses clients. Wow! Bien, merci beaucoup, Maître Teasdale, et au plaisir de vous suivre votre jeune carrière. Ça fait quand même 5 ans que vous êtes avocat, mais vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Donc, merci beaucoup, Maître Teasdale. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres lors de l'émission. Merci également à nos partenaires. Je vous invite
Comme d'habitude, d'aller vous abonner sur nos plateformes de réseaux sociaux, notamment la page Facebook et la chaîne YouTube de TV Laval, où vous pouvez notamment y retrouver les autres épisodes. À la prochaine pour la sphère immobilière.